Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo d'actualité de l'OL. On va parler de beaucoup de choses, mais avant tout, je voudrais, du plus profond de mon cœur, vous souhaiter de bonnes et joyeuses fêtes. Alors pour ceux qui fêtent Noël, des fêtes de Noël. Pour ceux qui fêtent pas, écoutez, profitez de cette fin d'année pour vous retrouver en famille, entre amis et profiter des derniers jours de 2024 avant de se lancer vers 2025, une année qui sera chargée et, je l'espère, très positive pour l'Olympique lyonnais. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mercato, un certain nombre de bruits de couloir. On va essayer de voir ce qu'il en est. On parlera ensuite de quelques petites statistiques, des statistiques collectives et des statistiques individuelles pour un joueur qui a marqué ce début de saison du côté de l'OL. Et ensuite, on terminera par vos notes que vous avez donné donc sur le lien que je vous avais envoyé. Vous avez noté tous les joueurs qui ont quand même assez joué cette saison pour pouvoir être notés. Et on aura quelques petites infos, notamment sur le pognon. Combien rapporte jusqu'à présent l'Europa League. Et quelques petites stats amusantes ou intéressantes. On commence par une info qui nous est donnée par Fabrizio Romano qui nous indique que Georges Mikotadze a reçu des intérêts de la part de Galatasaray. Une proposition même a été envoyée à l'Olympique lyonnais, 17 millions d'euros plus des bonus. Mais pour le moment en tout cas, mais moi je pense que ça n'arrivera pas, l'OL n'a pas été du tout convaincu. D'ailleurs, il faut toujours le rappeler, c'est pas parce qu'une équipe fait une offre pour un joueur que le transfert va se faire. On l'a vécu nous-mêmes sur certains dossiers. Il faut, pour qu'un transfert se fasse, que les deux clubs soient d'accord et que le joueur soit d'accord. Alors si Galatasaray est intéressé, je ne vois pas du tout ce qui réfère Mikotadze à Galatasaray. Et pour l'Olympique lyonnais, renvoyer dans un pays étranger un joueur qu'ils viennent de recruter pour être le successeur de Lacazette et qui, petit à petit, démontre qu'il peut le devenir. Donc, franchement, ça n'aurait absolument aucun sens de faire ce transfert. On apprend du côté de RMC que, Everton également, où il retrouverait Aurel Mangala et puis Jake O'Brien qui cire le banc malheureusement, et le Bayer Leverkusen, c'est quand même pas rien, qui eux aussi sont intéressés pour Mikotadze. Mais bon, si vous n'êtes pas vendeur, évidemment, tout cela reste des intentions. Un petit rappel, un deal qui devrait se faire très très rapidement. On est le 26, le début du mercato c'est dans 5 jours et je pense que notre ami Gift Orban sera le premier à faire ses valises vers Hoffenheim où visiblement on est très très proche d'avoir signé un accord entre le joueur, l'OL et donc Hoffenheim. Écoutez, on lui souhaite une bonne suite de carrière à notre ami Orban, même si attention, ce n'est pas encore du 100%, mais bon, on va dire on est à 80-85% assez facilement. Quelques petites infos, on va dire rapides. Vous le voyez, vient d'être publié les affluences en Ligue 1 cette saison, ainsi que le taux de remplissage. Donc, l'OM est premier avec 63 000 spectateurs, en moyenne 96% de taux de remplissage. L'OL est deuxième avec 52 000, alors deuxième en affluence, 92% de remplissage. Le PSG 47 000 avec 99% de remplissage. On remarque que le RC Lens fait 99, que le Stade Rennais fait 94, mais bon, avec un beaucoup plus petit stade. Donc, écoutez, des bonnes performances pour notre OL. On aimerait bien que ça remonte un petit peu, évidemment, aussi pour remplir un petit peu les caisses, parce qu'évidemment, qui dit plus de spectateurs, dit plus de rentrées d'argent. Alors précisons aussi que là, ce sont les entrées payantes, c'est-à-dire que si vous êtes abonné et que vous n'allez pas au stade, vous êtes considéré comme ayant occupé votre siège. Je pense que c'est une précision qu'il fallait faire, notamment pour le Paris Saint-Germain. Petite info aussi sur les ventes de maillots sur ce début de saison. Écoutez, premier, toujours Lacazette. Et en deuxième, Mikotadze. Donc imaginez quand même que le club transfère Mikotadze. Je pense que du côté des supporters, ça tiquerait un petit peu, c'est moins qu'on puisse dire, mais très sincèrement, je n'y crois pas du tout. Fofana en troisième, Cherki seulement quatrième, mais je pense que on est quand même dans une période difficile pour tout le monde. L'argent, c'est pas si évident d'en avoir beaucoup, et donc si vous avez déjà acheté un maillot Cherki Tolisso, vous n'allez pas acheter à nouveau aujourd'hui, vous allez plutôt vous concentrer
sur les nouveaux joueurs, donc Mikotadze et Fofana. Donc au final, ce classement ne me surprend pas trop. Je note toutefois que c'est quand même beaucoup de joueurs formés à l'académie. Alors bon, même si Mikotadze n'est pas vraiment resté très longtemps, qui font plutôt le gros des ventes, et notre pépite Malik Fofana. Passons maintenant à quelques stats collectives qui nous sont données par DataFoot et qui analysent de manière très approfondie les statistiques des différents postes dans le jeu. Et on va voir que globalement, on est bien sur le plan offensif. On est bien, on va dire, quand on est loin de notre but, mais quand on est près de notre but, c'est beaucoup plus difficile. Alors, en Ligue 1, je précise, 2e du championnat pour le nombre d'entrées dans la surface, 3e pour se procurer des occasions de but, 4e pour se procurer des occasions de qualité, donc ça ce sont les XG. Efficacité offensive, par contre, seulement 10e. C'est vrai que on paye un petit peu notre début de saison en termes d'efficacité offensive. On le voit, avoir la possession, on est 2e, je pense que le PSG doit être premier, et vous voyez, on est quand même premier sur les récupérations hautes, donc ça c'est très intéressant. Si on arrive à combiner efficacité offensive et récupération haute, à mon avis, on peut quand même passer quelques petits cartons dans les matchs retour. Réussir des passes dans son propre camp, on est 4e, limiter les pertes de balles basses, c'est pas si facile à dire, essayez. 3e, donc là aussi, c'est correct. On peut faire mieux, mais c'est correct. Alors par contre, dès qu'on arrive dans la défense, là, c'est un peu moins bon. Alors, intervenir rapidement, je sais pas comment on calcule ça, c'est sans doute le nombre de passes que fait l'adversaire face à nous. On est 3e, mais voyez, là, protéger sa surface, 9e seulement, c'est-à-dire équipe du milieu de tableau. Éviter de subir des occasions de but, 8e. Éviter de subir des occasions de qualité, 7e. Efficacité du gardien, 3e, donc heureusement on a un bon gardien. Et éviter de commettre des erreurs, ça va, on fait pas trop d'erreurs, même si à mon avis on en fait trop, on est 4e. Bon, écoutez, il suffit de regarder ce tableau pour voir là où on doit progresser. On retrouve une statistique qui va un peu dans ce sens, puisque DataFoot nous dit les équipes qui ont concédé le plus de passes transperçant leur dernière ligne défensive en Ligue 1 cette saison. Premier, la JOCR 45, et 2e quand même l'Olympique Lyonnais. Vous me direz, l'OM est 3e, on est avec 32, nous on est à 33, et ils sont 2e du championnat, donc c'est pas forcément une situation rédhibitoire. Mais bon, on est quand même avec des équipes du bas de tableau comme Saint-Etienne, Le Havre et Auxerre. Donc il faut absolument améliorer ce point. Vraiment, notre fragilité défensive, elle est assez exceptionnelle. Alors les leaders statistiques pour cette saison de Ligue 1, le PSG est l'équipe qui se procure le plus d'expected goals, 40 quand même. C'est énorme puisque le 2e est 11 derrière, nous on est 13 derrière avec 27. Au niveau des récupérations hautes, là par contre, on domine avec 247 devant le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui concède aussi le moins d'occasions, seulement 13 XG sur 16 matchs joués, donc c'est moins de 1 XG par match. Et nous, on n'est pas dedans parce que malheureusement, on concède beaucoup d'occasions. Et au niveau de la possession dans les 30 mètres adverses, donc c'est vraiment le fait d'aller étouffer l'adversaire sur du pressing, ou dans de la possession tout simplement. Le PSG est premier et nous on est 2e. Donc vous voyez, quelques bonnes stats sur des points importants comme le pressing, la récupération haute, je dirais les stats offensives. Mais par contre, voilà, on concède trop de cases. Il faut réussir absolument à améliorer cela. Vous le savez, le discours de Pierre Sage souvent sur ce sujet, c'est marquage préventif. Et visiblement, il y a encore du boulot à faire. Alors, je vous ai proposé de donner des notes aux joueurs, mais l'équipe, vous le savez, le fait chaque semaine et à chaque match. Et on a quand même 2 joueurs de l'OL qui sont dans le 11 majeur, Nicolas Tagliafico qui a 5,75 de moyenne, et Ryan Cherki qui avec 6,5 est tout simplement le joueur le mieux noté de Ligue 1 devant Ousmane Dembélé. Donc quand même, quel début de saison extraordinaire de Ryan Cherki. Et vous allez voir que ça se retrouve évidemment dans les notes que vous avez données. Là, pour le coup, tout le monde est assez d'accord. DataFoot a d'ailleurs sorti une infographie sur Ryan Cherki avec... alors là, on n'est pas sur un classement. On est sur à quel rang le joueur est classé
par rapport à ses homologues. Alors le petit souci, c'est qu'on ne sait pas vraiment si c'est une comparaison par rapport aux autres joueurs de Ligue 1 ou tout simplement par rapport à tous les joueurs européens. Donc ça, c'est quand même un petit peu un souci parce qu'évidemment, ça change un petit peu la perspective. Mais bon, en tout cas, vous allez voir que les prestations de Ryan Cherki sont excellentes. Alors vous voyez ici sa heatmap, hein, vraiment. Quand il joue ailier, il occupe vraiment ce côté-là. Parfois, il se décale sur le côté gauche et évidemment, il aime bien attaquer vers le milieu. Pour la qualité de Ryan Cherki d'attaquer la surface adverse, eh bien, il fait partie des 92%. Enfin non, c'est mal dit de ma part. 92% de joueurs font moins bien que lui. C'est comme ça qu'il faut le lire. Hein, je suis désolé. Il n'est pas facile à expliquer ce graphique. Marquer des buts hors penalty, il fait mieux que 85% des autres joueurs. Finir les occasions, 76%. Donc il fait 76, mieux que 76% des autres joueurs. Décidément, j'ai du mal à expliquer cette statistique. J'aurais peut-être pas dû la prendre. Bref. Créer du danger par la passe, eh bien 100. Donc il est le meilleur, tout simplement, en créant du danger par la passe. Casser des lignes par la passe, 97. Casser des lignes par la course, 88. C'est vrai que c'est un petit peu moins son truc, même si cette saison, je trouve qu'il est vraiment bon là-dedans. Éliminer par le dribble, 94. Par contre, évidemment, limiter des pertes de balles, 65. Activité défensive, 42. Et réussir des duels aériens, 53. Bon, de toute façon, c'est pas vraiment dans ces postes-là qu'on l'attend. Je trouve qu'il y a finalement assez peu de déchets dans ce que fait Ryan Cherki cette saison. Et vraiment, il mérite tous les louanges qui sont faits à son égard. Alors revenons un petit peu sur le pognon, puisque vous savez, cette saison, on fait l'Europa League et l'OL a besoin de sous via le groupe Eagle ou tout simplement via ses propres performances. Et jusqu'à présent, donc le site olympique et lyonnais nous indique que l'OL a déjà gagné 12 millions avec les droits télé et ses résultats, donc 4 victoires et 2 nuls. Moi, à la fin de la saison dernière, j'avais évalué que faire un bon parcours en Europa League pourrait rapporter environ 25 millions. Je maintiens ce chiffre, hein, bon 20 à 25 millions. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'OGC Nice, qui est absolument nullissime dans cette compétition, eh bien, va rapidement disparaître, ce qui fait que eh bien, les droits télé ne seront tous intégralement pour l'OL. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Alors c'est pas des sommes folles, hein, on va pas se mentir, mais c'est quand même intéressant. Bien, on va passer à la dernière partie de cette vidéo, une partie quand même très très copieuse, puisque je vous ai proposé de donner une note à Pierre Sage et à nos joueurs. Et donc je vais balayer avec vous les notes que vous avez données et vous dire que franchement, globalement, je suis totalement d'accord avec vous. J'aurai quelques petits bémols à mettre ici ou là, mais sinon, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Alors, Pierre Sage, que vous notez en moyenne 7, et je suis d'accord avec ça. Le seul petit truc qui m'ennuie un petit peu avec Pierre Sage, c'est peut-être un certain manque d'autorité. Parfois, nos débuts de match ou nos deuxièmes mi-temps ne sont pas à la hauteur. Donc je trouve que voilà, il a du mal un petit peu à mobiliser ses joueurs pour certains matchs. Deuxième chose qui m'ennuie un petit peu, c'est les changements tardifs, qui restent encore tardifs, je trouve. Mais par contre, j'apprécie le fait que, eh bien, écoutez, il ne fait plus autant de rotation qu'en début de saison, qu'il a abandonné la défense à 3. Donc ces deux choses-là me conviennent parfaitement. On va enchaîner avec les joueurs et notre gardien Lucas Perry que vous notez 7,5, une bonne note pour Lucas Perry. Je suis d'accord avec cette note. Moi, j'arrêterai à 7, tout simplement parce que je suis pas convaincu par ses sorties, que ce soit ses sorties aériennes, et pourtant il est grand, et parfois ses sorties dans le jeu aussi, je le trouve parfois un petit peu hésitant. Bon, sinon, il prend de la place dans les buts, il est très bon sur sa ligne avec de très bons réflexes. Il a baissé, je trouve, au cours de la saison dans ses relances. Hein. Il avait fait des très très bonnes relances en début de saison. Là, c'est quand même un petit peu gâté. Mais bon, globalement, un très bon remplaçant à Anthony Lopez. Moussa Niakhaté, que vous notez 5 en moyenne. Alors 5, c'est quand même pas terrible pour un joueur qui a coûté 32 millions. 32 millions. Je rappelle que la cellule de recrutement avait sélectionné le profil du joueur, mais nous informait Hugo Guimet à 10 millions, pas 32. Et on peut toujours s'interroger sur ce transfert et celui d'Aurel Mangala, puisque
sur 2 transferts, on a envoyé 67 millions des caisses de l'Olympique Lyonnais vers Nottingham Forest. Alors vous me direz, ils en profitent bien, puisque ils ont perdu 2 joueurs soi-disant importants et ils sont 3e de première ligue. Et en plus, on a rempli leur caisse à hauteur de 67 millions, donc je pense qu'ils sont très reconnaissants. Alors certains me disent, oui, mais il y aura forcément un renvoi d'ascenseur, puisque John Textor et Monsieur Marinakis, qui est le propriétaire de Nottingham Forest, sont des amis proches, donc forcément, ils vont nous renvoyer l'ascenseur. Alors, ça n'a pas été cet été, ce ne sera pas cet hiver, puisque nous ne pouvons pas recruter. Peut-être que ce sera l'été prochain. Si c'est le cas, je ravalerai mon fiel, mais si ce n'est pas le cas, je peux vous dire que je garderai la Kalachnikov à portée pour sulfater ces 2 deals qui sont, à mon avis, totalement scandaleux. Douillet Kaletachar, lui, prend environ 4,5, donc il n'a pas la moyenne. C'est vrai que cette saison, je le trouve beaucoup moins rassurant que l'année dernière. Alors, ça n'a jamais été un joueur exceptionnel, hein, Kaletachar. Selon moi, c'est le genre de joueur qui, dans un club comme le nôtre, devrait venir du banc. Hein, vous voyez, une solution alternative et pas une solution numéro 1. Je l'avais trouvé plutôt pas mal l'année dernière avec Jacob Bryan, mais bon, avec Niakate, visiblement, ça se passe moins bien. Je n'ai pas vraiment d'explication sur ça, mais je le constate. Abner, alors Abner, vous lui donnez 5, 5,5. Bon, c'est vrai qu'il a eu quelques bons moments, notamment sur le plan offensif, mais je trouve que c'est quelqu'un de pas très rassurant. Et puis alors ça, c'est pas de sa faute, qui a toujours l'air un petit peu endormi. Et ça, je dois dire que ça m'agace un petit peu. Alors c'est pas de sa faute, mais en plus, bon, je trouve pas très rassurant défensivement. Donc moi, je suis pas hyper fan d'Abner. Ce qui me gêne le plus, c'est qu'il est évidemment extra-communautaire. Donc on a droit qu'à que 4 extra-communautaires. Donc il prend une place d'extra-com. Ça m'embête un petit peu. Donc moi, personnellement, j'aimerais bien qu'on le transfère pour prendre un latéral gauche, ou peut-être promouvoir le jeune Ladziri qui visiblement fait des étincelles du côté de Molenbeek. Nicolas Tagliafico, on va dire titulaire du poste de latéral gauche, qui fait une bonne saison, et vraiment vous le notez très très bien puisqu'il est à 7 de moyenne, aucune note en dessous de 5, une note à 10, oh là là, alors là, je savais pas qu'on avait un tel génie dans notre équipe. Bon, moi je suis aussi sur du 7, clairement je trouve qu'il fait une bonne saison, et je pense que ce qui change beaucoup par rapport à la saison précédente et aux saisons précédentes, c'est qu'il a enfin trouvé ses marques à Lyon, et j'ai l'impression qu'il se plaît. Donc, si ça va mieux dans sa vie privée, que l'équipe est plus forte, qu'elle a des ambitions intéressantes, peut-être que ça a mis Nicolas Tagliafico dans des dispositions d'esprit beaucoup plus positives, et ça se ressent sur le terrain. Donc il est dans l'équipe, le 11 majeur de l'équipe, et en plus j'ai vu récemment que c'était à son poste celui qui gagnait le plus de duels en France. Ansley Maitland Niles, 6,5 pour Ansley. Je suis là aussi assez d'accord avec cette note. Le problème d'Ansley Maitland Niles, mais ça on le savait quand il est arrivé, c'est qu'il n'a pas vraiment de points très forts. Il est moyen partout. En défense, il fait des erreurs, mais en même temps, il se projette. Il se projette parfois même souvent très très bien, puisqu'il a mis des buts, il a fait marquer, il récupère aussi des ballons hauts. Donc c'est un joueur intéressant. Mais bon, en défense, moi je le trouve pas hyper rassurant. Et puis alors, parfois, il se fait vraiment passer assez facilement. Et parfois aussi, c'est pas tout le temps, mais parfois, il a quand même des absences, manque de concentration, et il se fait passer là aussi très facilement. Mais bon, donc 6,5, ça ne me paraît aussi une bonne note une note appropriée pour Maitland Niles. Clinton Mata, qui lui est à un peu plus de 7, 7,2, 7,3. Écoutez, comme moi sans doute, vous appréciez son fighting spirit, le fait qu'il soit tout le temps présent, jamais blessé. Lui aussi peut de temps en temps sortir un très très bon centre. C'est vrai qu'il a joué peut-être plus défenseur central cette saison que latéral. En tout cas, voilà, il fait plaisir. Par contre, et ça, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus, il y a quand même eu des grosses boulettes de marquage et qui parfois ont coûté des buts. Donc ça, c'est un petit peu embêtant parce que quand même un joueur expérimenté, Clinton Mata. Donc il y a des erreurs qu'on peut excuser chez un Jacob Bryan qui est un jeune joueur et qu'on excusera moins chez un joueur vétéran comme Clinton Mata. Tanner Tessman, que certains ont dit avait un profil un peu à la Matic. Alors, je dois dire que j'ai beau regarder, je vois pas tellement ça sur le terrain. Vous lui avez donné 5. Moi, je vous trouve même un peu généreux parce que vraiment, je trouve ce joueur d'une neutralité totale. Je me demande bien à quoi il sert. Alors,
J'ai adoré le gars en conférence de presse, que j'ai trouvé vraiment super. Mais alors sur le terrain, c'est vraiment robinet d'eau tiède. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors certains diront, bah il est encore jeune, il vient de série B, il faut lui laisser le temps de s'adapter. Ouais, je suis bien d'accord avec vous, mais il y a quand même un truc que là, il aura du mal à changer, c'est sa vitesse. Alors la vitesse, il n'en a pas. Il a 23 ans, il a déjà une charrette. Alors je veux bien l'accepter, la charrette chez Matic, mais chez Tessmann, là, je trouve ça plus inquiétant. Non, écoutez, je ne vois pas grand-chose de très emballant chez ce joueur. Donc, vous avez mis 5, moi je serais plutôt à 4. 4,5 si je veux faire un effort. Alors justement, passons à Matic, qui lui est noté aux alentours de 6,5. Moi, je m'attendais à pire de la part de Matic cette saison, avec un an de plus. Alors oui, il sera toujours lent, c'est pas avec l'âge qu'il va s'améliorer de ce côté-là, mais bon, il a un côté rassurant. Il anticipe magnifiquement pour intercepter des ballons. Par contre, il tire jamais, ça m'agace un peu, et évidemment, quand il est sur le terrain, il n'y a pas beaucoup de projection. C'est pas le roi de la passe créative non plus. Bon, il est rassurant, il se place bien, il récupère des ballons, il a sans doute un rôle dans le vestiaire, mais c'est pas non plus la folie, donc 6,5, je suis d'accord avec vous. Maxence Cacré, alors certains ont regretté que je n'ai pas mis de notes commençant par 0, parce que certains auraient été très satisfaits de pouvoir mettre 0 à Cacré. Donc je pense que beaucoup se sont, avec beaucoup de déception, rabattus sur le 1. Vous avez été 24% à lui donner 1, 34% à lui donner 2, 25% à donner 3 et 11% qui ont été un peu plus cléments. Et même 2 qui ont mis 6. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas dans les 2 qui ont mis 6. Parce que c'est vrai, j'essaye de défendre Cacré qui se fait défoncer par tout, on va dire, l'entourage médiatique lyonnais. C'est quelque chose que personnellement je ne comprends pas. Je vois pas tellement l'intérêt qu'on a à dézinguer nos propres joueurs. Bon, écoutez, voilà, je trouve cette note évidemment excessive, mais attention, je ne suis pas aveugle, je regarde ce qui se passe sur le terrain. Moi, je serais plutôt à 3,5 sur lui, déjà parce que je suis déçu, très très déçu, mais je trouve aussi que on en fait trop, qu'on lui demande des choses qui sont compliquées. Par exemple, dernier match où il est titulaire sans Coupe de France, il a joué une seule fois en 2 mois et on lui dit vas-y, sois bon. Si t'es pas bon, tu sors. Ouais, ok. Tout le monde a été nul dans ce match, mais tout le monde pointe Cacré, et je le rappelle, Olympique et Lyonnais, qui fait un article, même contre une N2, Cacré n'en touche pas une. Ouais. Alors c'était pas le seul, me semble-t-il, dans ce match-là. Donc on a décidé de le mettre au trou, de le mettre au cachot, et en plus de lui balancer de l'eau froide toutes les 5 minutes, et de lui filer des coups de latte pour se faire plaisir. Bon, écoutez, moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Alors après, voilà, c'est comme ça. Certains diront, il est bien payé pour faire ce qu'il fait, donc il a pas à se plaindre. Alors là, c'est pas lui qui se plaint, c'est moi. Mais bon, je ne crierai pas avec les loups contre Cacré, ça vous l'avez bien compris. Mais je ne suis pas aveugle, je lui ai mis 3,5. Et à titre personnel, j'espère qu'il va relever la tête en deuxième partie de saison, parce que j'ai beaucoup de doutes quant au fait qu'il puisse nous quitter cet hiver, vu qu'on ne le fait pas jouer. Évidemment, ça n'améliore pas sa cote. Verretou, qui était celui qui a pris le plus de temps de jeu à Cacré, donc Verretou avec un 5,5. Alors Verretou, pour moi, c'est un peu comme Tessmann, hein. Sauf que Verretou, il était international français, donc il a joué dans des grands clubs européens, des grandes compétitions, donc moi je trouve que le compte n'y est pas avec Verretou. Alors il a mal débuté, il y a eu un petit peu de mieux, et puis c'est redevenu très moyen, très neutre. Donc voilà, je serai comme la majorité d'entre vous qui avez donné à 40% 5 à Verretou, je donnerai également 5 à Verretou. On passe à Corentin Tolisso, qui lui par contre évidemment fait un très bon début de saison. Vous avez été très nombreux à lui donner 8 sur 10, même certains ont mis 10. Donc une note de 8 en moyenne pour Corentin Tolisso. Une note que je trouve un petit peu excessive pour tout vous dire. Moi je serais plutôt sur du 7 tout simplement parce que j'ai été très 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 déçu de ses prestations dans les gros matchs. Alors oui, d'accord, contre Francfort c'est pas mal, mais franchement contre le PSG c'était très très mauvais. Rappelez-vous même qu'en début de saison il a débuté sur le banc je crois à Rennes, et que contre Monaco il n'a pas été bon non plus. Donc pour moi j'attends beaucoup plus de Tolisso. Donc je suis à 7 parce que je trouve qu'il est en progrès évidemment par rapport à l'année dernière, mais j'irai certainement pas jusque 8, et alors pas du tout jusque 10. Mais bon, après c'est chacun son avis bien entendu.
Ryan Cherky, Ryan Cherky qui est vraiment la vedette de notre équipe cette saison. Et vous le créditez d'un 8,5, 6% donne même 10 à Ryan Cherky. Moi aussi, je suis à 8,5. Évidemment, on peut toujours faire mieux. Mais quelle transformation pour ce joueur. Déjà, je le trouve hyper fit. Il fait moins de grilleries. Il analyse ses matchs en vidéo avec son agent. Et il progresse. Et il est sur la bonne voie pour trouver un encore plus grand club que l'Olympique Lyonnais. Alors, pas forcément cet hiver. Et peut-être être appelé en équipe de France, parce que c'est quand même, à mon avis, le meilleur joueur de Ligue 1. Même si moi, je mettrais un petit bémol, parce qu'on ne peut pas non plus extraire les résultats collectifs pour désigner le meilleur joueur. Donc moi, je pense que pour désigner le meilleur joueur, il faut prendre un joueur de la meilleure équipe, et donc c'est le Paris Saint-Germain. Et donc moi, je prendrais plutôt Hakimi. Autre pépite dans notre équipe, Malik Fofana. Vous le donnez 8 de moyenne. 19 ans, Malik Fofana, déjà 8 de moyenne. Il a poussé certains autres joueurs sur le banc, notamment Saïd Benrahma. Et il peut être carrément époustouflant. Alors oui, à 19 ans, c'est pas évident de gérer l'enchaînement des matchs, d'autant que maintenant il est international, même s'il a très peu joué avec la Belgique. Mais en tout cas, vous reposez pas forcément. En tout cas, mentalement, ce n'est pas le cas. Il est désormais titulaire, pas toujours malheureusement. Mais voilà quoi, c'est un joueur qui a les deux pieds, qui a une intelligence de jeu, qui a énormément d'activité, qui en plus est une bonne personne. Donc franchement, on ne peut qu'adorer ce joueur. 8, je suis d'accord avec vous parce que je pense qu'il a encore une grosse marge de progression. Alors justement, passons à Saïd Benrahma que vous notez 5,5. Un 5,5 qui me semble assez justifié tout simplement parce que au moins cette saison, il est extrêmement efficace par rapport à son temps de jeu, mais je le trouve pas dans une condition physique optimale et dans le jeu, c'est pas toujours super. Je me rappelle de ce match où il tire 8 fois, il cadre pas une seule fois, donc ça j'avoue que ça m'a un petit peu resté en travers de la gorge. Pareil, sur les centres, sur les coups francs, c'est pas toujours top, même si évidemment il a mis un coup franc direct en Coupe de France. Mais au moins cette saison, il a l'efficacité, donc 5,5, ça me paraît être la bonne note pour Saïd Benrahma. Ernest Nuama lui prend 4. C'est ce que je lui donnerais. Techniquement, tactiquement, je lui donnerais 3, mais par contre, dans l'engagement, ça remonte sa note à 4. Bon, c'est clairement insuffisant. Lui aussi, un très très gros transfert, 28,5 millions. Rendez-vous compte quand même, les amis, que on a dépensé 100 millions sur le trio Mangala, Niakate et Nuama. Chacun de ces joueurs vaut moins de la moitié aujourd'hui, moins de la moitié que le prix qu'on les a payés. Et franchement, parfois je suis très surpris par certains prix de transfert. Donc Nuama, il y a encore beaucoup de travail. Moi, j'ai toujours dit, je ne crois pas en ce joueur, il a beaucoup trop de lacunes. Mais bon, il est rapide, même si Hugo Guillemette nous apprenait qu'il avait perdu en vitesse. Et il se donne à fond, donc ça c'est quand même à mettre à son crédit. On passe à Georges Mikotadze. Mikotadze que vous avez noté 7. Alors, je trouve que c'est un 7 un petit peu généreux, tout simplement parce qu'il faut pas oublier son début de saison qui n'a pas été bon. Il a mis du temps à se déclencher, Georges Mikotadze, mais c'est vrai que maintenant, il est devenu quand même très très intéressant. Certains pensent, de manière même assez nombreuse, qu'il devrait être désormais titulaire. Bon, après, c'est difficile de bousculer le statut de Lacazette. Très 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 compliqué. Est-ce même souhaitable? Bon, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, il reste dans la rotation. J'espère que Pierre Sage, s'il le garde dans la rotation, le fera rentrer plus tôt dans les matchs. Parce qu'on a vu l'attitude de Lacazette quand il est rentré en deuxième mi-temps contre le PSG. Une attitude extrêmement douteuse. Bref, en tout cas, moi je suis plutôt sur 6 sur Mikotadze. Mais on va dire un 6 qui tend vers le 7 parce que sa courbe de progression, elle est exponentielle. Gift Orban, alors bon, certains m'ont dit, ouais, t'aurais pas dû mettre Gift Orban, il a pas assez joué. Alors je comprends cet argument. Il prend environ 3, 3,5. Moi, je trouve qu'il a pas été si mauvais que ça quand il a joué. Quand il a joué, je précise, il a pas tant joué que ça. Mais il faut bien se dire que Pierre Sage a dit que ceux qui ne jouaient pas, c'était aussi un message qui leur était envoyé par rapport à leur investissement. Donc je ne sais pas si ça a présidé à vos notes. Force est de constater qu'il ne joue plus et que ça veut peut-être dire qu'il fait pas tout ce qu'il faut pour jouer, comme Cacré d'ailleurs. Hein. Donc bon,
3,5, finalement c'est peut-être sa note. Moi je serais plutôt sur du 4. Après on va pas chipoter pour un demi-point. On termine par notre capitaine Alexandre Lacazette qui prend une note assez dure quand même, 5. Allez, 5,2, 5,3 si on veut être sympa. Mais bon, malheureusement pour lui, les faits sont là. Hein. On voit un Lacazette qui est quand même beaucoup moins, on va dire, impliqué dans le jeu, beaucoup moins efficace, et donc forcément, eh bien, ça vient perturber sa note. Moi, je serais à 5 aussi, et encore, c'est peut-être aussi le statut de Lacazette qui me fait lui mettre 5, parce que si c'est un autre joueur, je serais peut-être pas aussi clément, parce qu'effectivement, j'en attends beaucoup plus de Lacazette, et j'espère que, enfin, les vacances qu'il a là, jusqu'à la fin de 2024, puisque les joueurs reprendront le 30 l'entraînement, vont lui permettre de se remettre d'aplomb et d'attaquer la deuxième partie de la saison pied au plancher. Voilà, je remercie beaucoup à tous ceux qui ont voté pour mettre ces notes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.